Promotion immobilière. Il y a dans l'opération de promotion immobilière la perspective d'une plus-value, d'un profit. On construit pour vendre et en tirer un gain, ça s'apparente à une opération commerciale. D'un côté on a un professionnel, de l'autre un profane. On verra que tout le droit qui va en découler sera marqué par cette différence entre le professionnel et le non-professionnel, renversement de la charge de la preuve, caractère d'ordre public de la garantie des vices cachés. En droit commun, on stipule une exonération des vices cachés conditionnée à la fourniture de différents diagnostics, à l'exception de l'ERP dont l'absence peut engendrer la nullité. Ici un professionnel intervient. Il se verra appliquer un régime juridique lourd. Et il lui appartient de. Il sera soumis, tantôt à des obligations de moyens, tantôt à des obligations de résultats, avec des sanctions. La promotion immobilière est avant tout une activité économique. Plus précisément une activité de réalisation d'un programme de construction de bâtiments, en vue de permettre l'accession à la propriété. Donc le promoteur est un agent économique qui va réaliser un ou plusieurs bâtiments, neufs, afin d'en faire acquérir la propriété à une ou plusieurs personnes qu'on appellera accédant à la propriété. Si on se réfère au statut de la Fédération des promoteurs constructeurs en son article 3, le promoteur immobilier est défini comme la personne physique ou morale dont la profession ou l'objet est de prendre de façon habituelle et dans le cadre d'une organisation, l'initiative d'une réalisation immobilière, et d'assurer la responsabilité de la coordination des opérations intervenant pour l'étude, l'exécution, et la mise à disposition des usagers des programmes à réaliser. Quant aux tribunaux, ils attribuent la qualité de promoteur immobilier à toute personne qui prend l'initiative et ou le soin principal d'une opération. La Fédération des promoteurs immobiliers va qualifier le promoteur de chef d'orchestre qui, en prenant l'initiative d'un programme immobilier et en assumant les risques financiers administratifs et commerciaux de ce projet, rassemble de nombreux acteurs pour concevoir, réaliser, et livrer un programme immobilier. Ce depuis le bornage du terrain jusqu'au SAV, en passant par les banquiers, les notaires, les bureaux d'études, les entreprises de construction, mais aussi des designers voire des artistes. L'activité de promotion immobilière ne doit pas être confondue avec le contrat de promotion immobilière, l'activité couvrant un champ beaucoup plus large que le contrat. Ainsi, le promoteur immobilier peut commercialiser les immeubles qu'il a réalisés, ou qu'il a fait réaliser, par la conclusion de contrats de vente d'immeubles à construire, ou des contrats dits clés en main. On parle ici de promoteur-vendeur. Dans cette hypothèse, notre promoteur-vendeur va acquérir un terrain, construire un immeuble en vue de le vendre à des acquéreurs, avant son achèvement, ou neuf. Dans cette configuration, notre promoteur sera le maître de l'ouvrage, dans ses rapports avec les constructeurs. Mais au-delà de cette casquette de MO, il sera aussi vendeur dans ses rapports avec les acquéreurs. Il a une double casquette. À côté de cette situation, on a celle où le promoteur ne sera qu'un simple prestataire qui propose ses services à un maître d'ouvrage souhaitant réaliser un ouvrage immobilier. La situation est alors très différente de la première. En effet, dans une telle hypothèse, le promoteur est un simple prestataire de services qui s'engage à faire procéder pour un prix convenu à l'édification d'un immeuble pour le compte du propriétaire maître d'ouvrage. Le contrat qu'on aura ici sera un contrat de promotion immobilière conclu par le propriétaire MO, avec ce prestataire. En pratique, il n'est pas rare qu'un promoteur-vendeur fasse appel à un promoteur prestataire pour la réalisation d'une opération. Notre promoteur-vendeur pris en sa qualité de MO va conclure un contrat de promotion immobilière avec le promoteur prestataire. En d'autres termes, le CPI, contrat de promotion immobilière, n'est donc que l'un des instruments juridiques mis par le droit à la disposition du promoteur pour exercer son activité. Sur le CPI. Première observation, ce contrat va connaître une réglementation au fur et à mesure alors qu'initialement il s'agissait avant tout d'un mandat. Il a donc fallu encadrer l'activité par une loi du 3 janvier 1967. Elle a permis de doter la vente d'immeubles à construire d'un régime et efficace. Cette loi a été complétée par celle du 16 juillet 1971 avec un objectif de protection de l'accédant, en particulier ceux qui acquièrent un logement à usage d'habitation. Cette loi de 1971 est venue imposer aux promoteurs des obligations en faveur des acquéreurs. La loi de 1967 était davantage pour le promoteur-vendeur, celle de 1971 pour le promoteur-prestataire. À ce jour la réglementation sur le CPI se trouve dans le Code civil article 1831-1 à 1831-5. Dans le CCH, d'abord article L221-1 à L222-7 dans la partie législative, et dans la partie réglementaire article R222-1 à R222-14. Deuxième observation, sur la définition du CPI. La définition du CPI est donnée par l'article, reprise par l'article L221-1 du CCH. Article L221-1. Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-1 du Code civil, le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite promoteur immobilier s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792,1792-1,1792-2 et 1792-3 du présent code. Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage. Plusieurs remarques sur cette définition. On a 4 éléments. On dit, par la conclusion d'un contrat de promotion immobilière que le promoteur s'engage pour un prix convenu de faire procéder au moyen d'un contrat de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction, et à procéder ou faire procéder à tout ou partie des opérations juridiques administratives et financières y concourant moyennant une rémunération convenue. En gras, c'est la mission pâle du promoteur, l'objet même du CPI.
Notre promoteur va s'engager à faire réaliser un programme de construction pour le compte du MO. On a un propriétaire de terrain, le MO, mais c'est bien le promoteur qui se charge de faire construire pour le compte du MO. Si une telle obligation ne repose pas sur la tête du promoteur, ce n'est pas un contrat de promotion. Ce n'est pas non plus un contrat de promotion si notre promoteur n'a pas la capacité de choisir l'architecte et les entreprises. Il faut qu'il ait la capacité d'engager le MO à ce propos. Deuxième condition pour qu'il y ait contrat de promotion, la notion d'édifice. Ce terme édifice doit être entendu largement. On peut entendre édifice simplement pour des bâtiments ou ouvrages immobiliers. La problématique qui se pose généralement c'est quand il y a une rénovation. Une lecture littérale du texte, on exclurait la rénovation du champ d'application. Mais une telle interprétation ne semble pas convaincante. Il faut protéger l'accédant. Aux constructions immobilières, il faut étendre à toute opération assimilable. Soit on considère que seules les opérations de rénovation lourde puissent être assimilées à une véritable reconstruction, ce qui limite le champ d'application de la loi, soit on dit que toutes les opérations de rénovation sont susceptibles d'être qualifiées d'opérations de promotion, desquelles sont constitutives d'un ouvrage immobilier. Pour revenir sur le texte, au moyen d'un contrat de louage d'ouvrage. On voit que le promoteur pourra conclure des contrats de louage d'ouvrage, le promoteur pourra donc conclure ces contrats au nom du louage d'ouvrage, et faire réaliser par des locataires d'ouvrage la construction. On voit que le promoteur n'est pas celui qui va réaliser la construction. On voit l'idée d'entremise, le mandat. Le promoteur n'est pas celui qui est le promoteur du marché, il n'est pas non plus l'entreprise générale, l'entrepreneur principal. L'entrepreneur général titulaire du marché de construction pourra lui conclure des marchés de sous-traitance. Même si le texte dit qu'il peut réaliser lui-même, il faut comprendre que c'est à la marge. Troisième remarque, il doit également procéder ou faire procéder à tout ou partie des opérations juridiques administratives concourant au même objet. Ici l'idée est la suivante, c'est un pivot. C'est une mission complémentaire à celle de faire construire, mais cette mission est importante. Il accomplira ses tâches en plus de la construction. En pratique, on parle de gestion d'opérations de construction, avec des frais y afférents. L'idée est que le promoteur puisse proposer une prestation globale, qui va de la discussion des marchés, etc. Il s'occupe de tout. Ces missions vont faire l'objet d'un prix. C'est un prix convenu. Pour qu'il y ait CPI, il faut que le promoteur s'engage à réaliser le programme de construction pour un prix convenu, c'est-à-dire une enveloppe financière déterminée. À minima, il s'agira du prix de revient du tout, voire un montant global maximum. Dit autrement, ce prix représente le coût de réalisation de la construction à la charge du maître de l'ouvrage. S'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de CPI. Ce prix convenu est essentiel. Il y a prix mais aussi rémunération. Le CPI est un contrat synalagmatique, à titre onéreux. Il doit y avoir une rémunération de la prestation. Deuxième grande observation, la nature juridique du CPI. Il s'agit d'après le législateur d'un mandat d'intérêt commun. Si on devait examiner ce contrat de cette manière, le régime juridique serait simple, avec des règles dans le silence du contrat. Remarque, le CPI n'est pas un contrat de vente d'immeubles à construire, auquel cas il y aurait vente du terrain sur lequel est réalisé le programme. Deuxième comparaison, il n'est pas un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué. En effet, ce contrat par lequel un MO délègue quelques prestations à un MOD, car le MOD ne s'engage pas à un prix convenu et ne s'engage que par sa faute personnelle. À l'inverse, le CPI comporte une véritable obligation de résultat, avec pour objet la réalisation d'une construction pour un prix convenu. Sur le régime juridique de la vente d'immeubles à construire. Le déroulé d'une opération. Première étape, la recherche d'un foncier en vue de réaliser une opération. Dans cette étape, il y a deux éléments essentiels, l'emplacement et la faisabilité d'une opération. Sur l'emplacement, il permet au promoteur de débloquer son projet, et donc avoir ou pas une réussite au plan commercial. Deuxième observation, sur la faisabilité. Que puis-je imaginer comme programme immobilier, en conformité avec les règles d'urbanisme? Une fois qu'on a vu ça, on va faire des offres. Deuxième étape, la promesse, avec deux possibilités, la PUV et la PSV. En PUV, l'acquéreur bénéficie d'une option. S'il ne lève pas l'option, il paye l'indemnité d'immobilisation. La PUV doit être enregistrée, ça coûte 125 € d'enregistrement. Le problème avec la PSV authentique est la crainte que les droits soient dus au jour de la promesse. Deux cas où la loi impose une forme de promesse. Un du Code de l'urbanisme, et un du CCH. Les promesses de plus de 18 mois doivent être faites sous la forme authentique. Cela surtout pour que le vendeur prenne la mesure de la portée de son engagement. Deuxième cas où le législateur impose une forme de promesse, celui du lotissement. Lorsque le lotisseur a obtenu son permis, il ne peut signer que des PUV. Revenons à la promotion. Dans ces promesses, quelles sont les clauses les plus importantes? Les conditions suspensives, il peut y en avoir plusieurs, préciser la nature du projet, en gros la surface plancher, 3 immeubles 10 000 m² de surface plancher, R+4, ou un nombre de logements représentant tant de surface de plancher. Préciser les délais, un délai pour déposer la demande, ça sera l'architecte qui saura combien de temps il lui faudra pour préparer la demande. Un second délai pour l'obtention, c'est 2 mois minimum, jusqu'à 6 mois dans les zones ABF ou protégées. Puis les délais de recours, 2 mois pour les tiers et 3 pour le préfet. Ça nous amène quasiment à 1 an. Donc la première précaution à avoir c'est de prévenir du temps que va prendre déjà la vente du foncier. Mais la première chose à faire c'est le bornage. On évite tout risque d'empiètement. Ici par de délais particuliers tant qu'on a des voisins qui jouent le jeu 3 à 12 mois disons, car on peut être contraint de faire un bornage judiciaire. Conditions de financement. Deux questions, le montant et le délai. On aura besoin de l'écart entre les besoins pour commencer les travaux et ce qui va entrer à la signature des VEFA.
En général, on emprunte 100% du prix du foncier, plus 20% du reste. C'est un crédit d'accompagnement, une autorisation de découvert pour amorcer la pompe. Ici c'est une opération commerciale, le délai sera celui de la réalisation de l'opération. Si l'opération a du mal à sortir, on pourra prévoir des prorogations. C'est un remboursement in fine. La banque finance sur du concret, donc elle veut qu'on ait le permis et le chiffrage des travaux. On prendra les 12 mois du PC, voire même 12 à 14 mois. Dernière condition, celle d'avoir vendu un pourcentage de mon opération. En pratique la banque prête si on a 50% à 60%. Et obtention de la GFA. Troisième étape, on vend vraiment le foncier, puis on démarre les travaux. En parallèle à cela, on doit pré-commercialiser. La pré-commercialisation se matérialise par la conclusion d'un contrat de réservation. C'est le fait pour le futur accédant de réserver un logement à construire. Il versera une indemnité pour bénéficier du contrat de réservation. Ce contrat permettra au promoteur de remplir sa condition de commercialisation, et à l'acquéreur d'obtenir son prêt. Le mieux est de signer après l'obtention du permis, pas forcément après la purge. Après ça on signe les VEFA, après l'acquisition du foncier. Ça permettra de démarrer les travaux, jusqu'à l'achèvement et la livraison. Deux précisions. Pour le notaire aussi ça prend du temps. Le notaire sera payé à la signature du foncier et à la signature des VEFA. Dans une telle opération, on a dit que le foncier c'était minimum 18 à 24 mois. Il faut avoir suffisamment de ressources. C'est compliqué pour les petites structures. Sur le foncier, disons 6 cas pour le foncier à 5 cents cas. 120 cas par appartement, 1200 € par appartement. En gros on gagne 100 000 €. Les promoteurs amènent un volume au notaire. Plus on a de promotions plus le chiffre est important. Avec deux résultantes, si l'étude est trop orientée promotion, le jour où il n'y a plus de promotion il n'y a plus d'étude. Et pour avoir un service dédié, il faut en faire assez. Lorsqu'on parle de vente d'immeubles à construire, la plupart du temps on renvoie à la VEFA. Il s'agit principalement de la vente par laquelle il y aura transfert de propriété dès la conclusion de l'acte, avec transfert de propriété des constructions au fur et à mesure de l'édification de l'immeuble, sans transfert des risques, avec versement du prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. La réglementation de vente d'immeubles à construire comporte deux catégories de règles. Les unes de caractère supplétif quelle que soit la destination de l'immeuble. C'est le tronc commun que l'on retrouve dans le Code civil article 1601 à 1601 à 4, 1642 à 1646 à 1, 1846 à 2a. Ensuite un corpus de caractère impératif qui ne va concerner que les ventes qui portent sur des immeubles à usage d'habitation, ou à usage mixte d'habitation et professionnel. C'est le secteur protégé. Ces règles-là se trouvent dans le CCH. Dans les deux, des travaux peuvent être réservés à l'acquéreur, mais dans le secteur protégé la liste est bien précise, et résulte de la réglementation. Quelles sont les caractéristiques de la vente d'immeubles à construire? Il faut prendre le Code civil, article 1601. Article 1601. La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. 3 éléments. D'abord l'obligation d'édification. Pour justifier de l'application des dispositions propres à la vente d'immeubles à construire, l'édification de l'immeuble doit être assurée par le vendeur. D'était un temps posé la question de l'applicabilité aux immeubles inachevés ou en cours de rénovation. Question tranchée par la loi du 13 juillet 2006 qui introduit le régime de la VIR article L262-1 à L2. Pour les travaux surexistants, il faut une restructuration complète de l'immeuble ou agrandissement. Deuxième caractéristique. La vente d'immeubles à construire ne se limite pas aux constructions verticales. Elle s'applique à toutes les constructions immobilières. Troisième condition, le délai d'achèvement. L'édification de l'immeuble doit intervenir dans un délai déterminé par le contrat, étant précisé qu'une date précise n'est pas impérative. Il faut simplement pouvoir de référer à une période de l'année, par exemple un trimestre. Ce délai d'achèvement sera convenu sous réserve de tout cas de force majeure, ou des causes légitimes de suspension définies au contrat. La clause ne doit pas permettre au promoteur de s'octroyer des délais infinis. La clause est licite si elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en clair si elle n'est pas abusive, et que les causes prévues sont tout à fait objectives. En ce sens, 3e CIV 22 mai 2019. Pour qu'il y ait vente d'immeubles à construire, deux possibilités, la VEFA et la vente à terme. L'article 1601 AL 2 le précise. Cette alternative ne se pose que pour le secteur protégé, pour le reste on fait ce qu'on veut. Dans la VEFA, le transfert des droits sur le sol et les constructions existantes est immédiat à la signature de la VEFA. Il se réalise au moment de la signature de l'AE. Le transfert de propriété des constructions s'opère au fur et à mesure de l'édification de l'immeuble par application des règles de l'accession. En revanche, le propriétaire-vendeur conserve les prérogatives du maître de l'ouvrage, jusqu'à la réception. En vertu de cette règle, il pourra s'opposer à toute immixtion de l'acquéreur dans la réalisation des travaux. La contrepartie de la VEFA est un paiement du prix. L'acquéreur est tenu de payer le prix à mesure de la réalisation des travaux. En vertu du CCH, on donne le rythme du paiement, avec des limites. En vente à terme, le transfert de propriété se fait au terme, mais produit rétroactivement ses effets au jour de l'AE. Le paiement du prix est lié à la livraison de l'immeuble, paiement effectué en une seule fois à l'issue des travaux de construction. Quel est le régime juridique applicable aux ventes d'immeubles à construire? D'abord il y a une obligation de délivrance, ensuite des garanties dues par le vendeur-promoteur. D'abord sur l'obligation de délivrance, le vendeur est débiteur de cette obligation qui se caractérise par 3 aspects. Achever un immeuble, immeuble conforme au permis obtenu, dans un délai déterminé. D'abord, l'achèvement de l'immeuble. Il faut se référer à l'article R.
Du CCH. L'immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. À l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du 2 degrés de l'article L261-15 du CCH. L'achèvement constitue alors une notion juridique dont la définition n'est pas forcément celle qu'on prend habituellement. L'immeuble est achevé même s'il présente des défauts de conformité, même s'il comporte des malfaçons. À condition qu'elle ne rende pas l'immeuble impropre à son utilisation. L'immeuble est achevé lorsqu'il est habitable conformément à sa destination contractuelle. L'achèvement n'est pas le parachèvement, ou le parfait achèvement. Le parachèvement est défini article 1792 à 6 du Code civil, c'est lorsque tout est fait conformément à la notice descriptive. Quand on parle d'achèvement, ce n'est pas le temps de la réception entre le promoteur et l'entreprise. La réception peut être expresse judiciaire ou tacite. L'acquéreur ne participe pas généralement à la réception des travaux. Il sera appelé au moment de la livraison. L'achèvement n'est pas la livraison. La livraison c'est la mise à disposition du bien au profit de l'acquéreur. C'est la dernière étape du processus. L'effet de la livraison sera le transfert de la garde de l'immeuble. Souvent, au plan administratif, l'achèvement se traduira par le dépôt de la DACT. Cette déclaration sera établie par l'architecte de l'opération sous sa responsabilité. Toujours au titre de l'obligation de délivrance, délivrer un immeuble achevé et conforme. Pour s'acquitter de son obligation de délivrance, le promoteur doit livrer un immeuble correspondant aux spécifications du contrat. Des marges de tolérance peuvent être prévues contractuellement. On pense notamment à la question des superficies, bien que la loi Carré ne s'applique pas à la vente d'immeubles à construire. On prend souvent les mêmes règles que celles prévues par la loi Carré. Des marges sont également admises pour les surfaces. Pour déterminer ces surfaces, la Cour de cassation doit faire application du CCH qui exclut les hauteurs inférieures à 1 m80, CIV 13 juillet 2023. L'action en diminution du prix doit être intentée dans un délai d'une année à compter de la livraison. En ce sens, 11 janvier 2012. En cas de défaut de conformité, c'est le droit commun de l'inexécution contractuelle qui s'applique, article 1184, soit l'acquéreur demande la mise en conformité, c'est l'exécution en nature, ou à défaut, il peut aller jusqu'à la résolution de la vente. Résolution qui peut être obtenue si le défaut de conformité est substantiel. Sinon réduction du prix. L'action en réparation des désordres se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux. Obligation d'achever un immeuble conforme et dans un délai déterminé. Quel est le délai de livraison? Il doit être indiqué au contrat. L'article L261-11 ne vise pas une date de livraison mais bien un délai. Cette clause de délai peut être majorée des cas de force majeure et cause légitime de suspension. Souvent en pratique, l'achèvement et la livraison seront entendus de manière proche. Observation pratique, il y a bien sûr une différence. En pratique, les promoteurs mettent un délai pour pouvoir encaisser ce qui est dû au moment de l'achèvement, et attendre avant les 5% à la livraison. Mais aussi pour défiscaliser le particulier pour l'année N, il faut que l'immeuble soit achevé dans l'année N. Troisième observation, sur le plan fiscal, parfois des promoteurs déposent une DACT au 31 décembre pour que les acquéreurs aient leur défiscalisation sur l'année en question, alors que ce n'est pas vraiment achevé. Pas vu pas pris. L'administration fiscale a bien vu qu'elle se faisait avoir. Par exemple en voyant que les compteurs ont été obtenus des mois après. Ou par exemple le promoteur a payé des mois après les factures des poses de carrelage. Sur la sanction du délai, si le vendeur ne respecte pas le délai de livraison, et qu'il ne peut pas invoquer un cas de majoration de délai, l'acquéreur a la possibilité soit de demander la résolution de la vente, soit des dommages et intérêts. Pour la résolution, il faut que ce soit vraiment exceptionnel. Deux écoles. Celle de la pénalité forfaitaire, X € par jour de retard. Avantage, le montant est connu des deux parties. Autre avantage, pour l'acheteur, il est en confiance. Peut-être que ça ne couvre pas la totalité de son préjudice. Deuxième école, on ne prévoit rien. On dit que l'acquéreur pourra exiger des dommages et intérêts. Pour pouvoir l'obtenir, il faut aller au tribunal. Ça engage des frais. Deuxième remarque, le juge lui n'est tenu par aucun montant. Le juge pourra dire que ça vaut 0, ou au contraire une indemnité trop forte. Sur les garanties dues par le vendeur. Quelles sont-elles? La garantie des vices cachés n'est pas due par le vendeur d'immeubles à construire. Il est par contre tenu de la garantie des désordres apparents. Il doit aussi la garantie des constructeurs. La garantie des vices apparents. Elle s'applique sans qu'il y ait de distinction à faire entre vices et défauts de conformité apparents. L'application combinée des articles 1648-1 et d'un part une manifestation du vice fixé au plus tardif de ces deux éléments, soit la réception des travaux, soit l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur. D'autre part, un délai d'exercice de l'action qui est d'un an à compter du plus tardif des deux événements. La Cour de cassation a précisé que ce délai d'un mois n'était pas un délai de dénonciation des vices, et donc que l'acquéreur peut agir contre le vendeur au-delà du délai d'un mois. Que se passe-t-il? Soit le vendeur répare le vice, alors pas de sujet. Soit il ne s'exécute pas, alors l'acquéreur peut demander soit la résolution du contrat, soit la diminution du prix. Durant cette période d'une année, le vendeur peut solliciter une décharge de l'acquéreur pour lever sa garantie. À côté de cette garantie des vices apparents, il y a les garanties du constructeur. D'abord la garantie décennale. Il faut comprendre ici qu'on a un constructeur débiteur de la garantie décennale à l'égard de ses acquéreurs tout en étant créancier de la même garantie vis-à-vis de ses entrepreneurs. Par voie de conséquence, les acquéreurs disposent d'une double possibilité d'action, soit contre le MO, le promoteur, soit contre l'entreprise ayant réalisé les travaux. La garantie biennale de bon fonctionnement. Elle est limitée dans le temps,
présente un caractère résiduel, ne concerne que les éléments d'équipement dissociables, dont la défaillance ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination. Au surplus, le vendeur doit la garantie d'isolation, article du CCH, le promoteur est également garant des exigences en termes d'isolation phonique, et cependant 1 an. Seules sont couvertes les nuisances sonores excessives, qui rendent l'immeuble impropre à sa destination. En plus de ces différentes obligations, le vendeur doit la responsabilité contractuelle de droit commun, il est tenu de réparer les désordres intermédiaires. Il n'est tenu de cette garantie que si l'on peut rapporter la preuve d'une faute, de son fait ou de ses entreprises. Examen des 2 contrats de la matière. D'une part l'avant-contrat qui prend la forme d'un contrat préliminaire appelé contrat de réservation. Ensuite, le contrat définitif, l'acte de VEFA, qui, au moment de sa conclusion, exigera du vendeur la fourniture de garanties de bonne fin. Partie le contrat préliminaire, le contrat de réservation. La vente d'immeuble à construire peut être précédée d'un contrat préliminaire, appelé en pratique contrat de réservation, contrat par lequel en contrepartie d'un dépôt de garantie, effectué à un compte spécial, le vendeur, appelé réservant, s'engage à réserver à un acheteur, le réservataire, un immeuble ou une partie d'immeuble. C'est le seul contrat autorisé dans le secteur protégé. On ne peut pas conclure toute autre forme d'avant-contrat. La qualification juridique du contrat préliminaire est largement débattue. On ne sait pas de quoi il s'agit PSV et PUV, si ça doit être enregistré. Sont apparues des divergences d'analyse entre les auteurs. Ces mêmes divergences sont apparues devant les juridictions. La Cour de cassation a retenu une qualification de contrat sui generis essentiellement synalagmatique, arrêt de 1975. Même si on a une décision de 1980 selon lequel le contrat de réservation pourrait s'analyser comme une PUV à terme. Sur la forme, il faut un écrit. Il s'agit d'une condition de validité du contrat. Il n'est pas exigé d'établir un acte authentique. En pratique on fera un AE pour les gros programmes, SSP pour les petits programmes. Le contrat préliminaire doit, sous peine de nullité, reproduire les articles R261-28 à R261-31. Concernant le dépôt de garantie ainsi que les conditions de sa restitution éventuelle, et la notification du projet d'acte authentique. Ce contrat est soumis aux dispositions de l'article L271-1 s'agissant du droit de rétractation. Ainsi le réservataire peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification SRU. En pratique, 2 moments pour se rétracter, le délai de rétractation de 10 jours à la notification du contrat préliminaire, et le délai d'1 mois organisé par l'article R261-2 lors de la notification du projet d'acte. Si le contrat a été signé par des personnes mariées, la notification marquant le point de départ du délai de rétractation quel que soit le RM. À défaut, l'avis de réception doit être signé par les 2 époux. L'exercice de la faculté de rétractation par un seul des époux a des effets indivisibles et entraîne l'anéantissement du contrat. 2 observations. Premièrement, lorsqu'on signe l'acte de vente, ça vaut renonciation à toute action portant sur l'irrégularité de la notification. Deuxième observation, on signe le contrat qui n'est pas obligatoire. On signe ensuite la VEFA. On considère pour X raison que l'avant-contrat était nul. Aucun impact sur l'acte de VEFA, sauf lorsque l'article L271-1 trouve application. L'acquéreur doit impérativement bénéficier d'un délai de réflexion sous peine de nullité de la vente. On peut renoncer au délai d'1 mois. En ce sens 12 avril 2018. Quelles sont les clauses du contrat de réservation ? Déjà sur la description, la consistance, la qualité de l'immeuble. Le réservant peut donc changer les données initiales jusqu'à la signature de la VEFA avec comme limite le changement qui vient déséquilibrer le contrat. Deuxième série d'informations, concernant le prix. Le prix au stade du contrat préliminaire est également prévisionnel. Il peut évoluer selon les contraintes budgétaires du réservant, et par. Souvent ça sera un prix ferme et définitif qui sera précisé. Souvent, il y aura une CS d'obtention de prêt comme prévu par l'article L261-15 du CCH. Si le permis est déjà obtenu mais qu'on sait que la vente va se faire dans 1 an, si l'acquéreur obtient son prêt, on prévoira également le délai d'exécution des travaux, on met une date prévisionnelle d'achèvement des travaux, et une date prévisionnelle de signature de la VEFA. Cette date doit être déterminée avec rigueur compte tenu de ce que son dépassement peut entraîner comme conséquence pour le promoteur. Quelles sont les obligations des parties ? Celles du réservant. Il va s'engager à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble. Tantôt ce texte sera considéré comme une simple priorité d'achat. C'est-à-dire une interdiction pour le vendeur de vendre à autrui sans avoir proposé en premier au réservataire. Tantôt le contrat va s'analyser en engagement de vente, dans une telle hypothèse il est obligé de signer avec le réservataire. Si le réservant décide de réaliser le programme, il doit notifier au réservataire un projet d'acte de vente. Ce projet doit être complet et correspondre en tout point à l'acte de vente qui sera signé. Car à compter de cette notification, le réservataire bénéficiera d'un délai de 30 jours au cours duquel l'acte de vente ne pourra être signé. Mais une fois la notification effectuée, le réservataire pourra renoncer au bénéfice de ce délai. Cette renonciation doit être expresse et peut être constatée dans l'acte de vente. Si le réservant ne respecte pas ces règles, il doit restituer au réservataire le dépôt de garantie, en plus de quoi il peut devoir des dommages et intérêts. Quelles sont les obligations du réservataire ? À la différence de notre réservant, le réservataire ne comptera jamais l'obligation de conclure la vente. On ne peut pas le contraindre de signer. Tout au plus il peut perdre son dépôt de garantie. 3 précisions. La première, quel est le montant du DG ? Il dépend de la date prévue pour la signature de la vente définitive. Si l'acte de VEFA doit être signé dans l'année, le DG ne peut excéder 5% du prix. Si la vente doit être conclue au-delà d'une année, le DG ne peut pas dépasser 2%, et au-delà de 2 ans, 0, pas de DG.
Les fonds doivent être déposés sur un compte spécial, le plus souvent chez le notaire chargé de l'opération. Deuxième observation, quel est le sort du DG? Il dépend de l'issue du contrat préliminaire. Première hypothèse, la vente est réalisée, le montant sera déduit du prix exigible au moment de la vente. Deuxième hypothèse, la vente ne se fait plus du fait du réservant, le programme tombe à l'eau, le DG sera restitué au réservataire. Dernière hypothèse, la vente ne se fait pas du fait du réservataire. Il perd le DG sauf si ça vient de la non-réalisation d'une condition suspensive, ou d'une renonciation légale. Également, le réservataire peut ne pas donner suite à la vente dans 5 hypothèses. Trop de retard entre la réservation et la VFA. L'augmentation de plus de 5% du prix prévisionnel de vente. Le refus du prêt ou accord à un prix inférieur de plus de 10%. La non-réalisation de l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire. Et si l'immeuble présente une consistance ou une qualité d'ouvrage avec une réduction de valeur supérieure à 10%. Dans une telle hypothèse, le réservataire doit notifier par LRR son intention de se rétracter au promoteur et son notaire, dans un délai de 3 mois à compter de la demande. La condition de pré-commercialisation se trouve tant dans le compromis d'acquisition du foncier que dans le contrat de réservation. Le réservataire a lui aussi intérêt que le programme rencontre un programme commercial, pour que le programme se termine. Une fois le contrat de réservation signé, les conditions levées, on arrive à l'acte authentique de VFA. L'essentiel de l'acte reposera sur la fourniture de la garantie financière d'achèvement. 2. L'acte authentique de VFA et la GFA. D'abord le contrat en lui-même puis focus sur la GFA. A. L'acte de VFA. Contrairement aux actes de vente classiques, où la forme authentique n'est exigée que pour le publicité foncière, l'article L261-11 nous dit que le contrat est un contrat solennel, et que partant il exige l'intervention du notaire, donc l'établissement d'un acte authentique. Conséquence, en l'absence de l'acquéreur pour la signature de l'acte, il peut consentir une procuration, mais cette procuration devra revêtir la forme authentique. Sur le fond, que doit contenir notre acte? D'abord la construction de l'immeuble. À la différence du contrat de réservation, la description doit être définitive, non plus prévisionnelle. Le vendeur-promoteur est engagé de façon ferme à réaliser les travaux conformément aux indications de son acte. Y a-t-il des marges d'appréciation? Toute modification importante exige l'accord des deux parties. Si le programme devait être amputé d'un élément d'équipement important, ou qu'il devait changer de nature au permis qui autorise la construction de 15 appartements. Ce n'est pas parce que la mairie autorise à changer la destination de l'immeuble qu'il pourra le faire sans conséquence. Il faudra qu'il obtienne l'accord de ceux qui ont déjà acquis dans l'immeuble, sous peine de résolution de la vente. Autre information importante, le délai de livraison. L'article L271 à un alinéa C exige la précision du délai de livraison et l'absence de précision peut entraîner la résolution du contrat. Autre précision, le prix. En principe le prix doit correspondre à celui indiqué au contrat de réservation. Si le prix indiqué à l'avant-contrat était un prix prévisionnel, il se peut qu'il diffère à la AE. Si on sort des prévisions, l'acquéreur aura la possibilité de sortir du contrat. Une fois l'acte passé, le prix ne peut plus varier, sauf acceptation d'une clause de révision. C'est rare en pratique. Encore faut-il préciser les modalités du paiement du prix. Dans la vente à terme, le prix est payé une seule fois à la fin. En VFA, le prix est payé au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux. Dans le secteur protégé, c'est encadré. D'abord un maximum de 35% à l'achèvement des fondations, de 70% à la mise hors d'eau, de 95% à l'achèvement de l'immeuble, et 100% à la mise à disposition, la livraison. On peut aussi organiser des appels de fonds intermédiaires. On signe la VFA, on démarre les travaux, l'immeuble a ses fondations, si j'attends la pose du toit pour demander les 75% ça fait long. Même chose entre la mise hors d'eau et l'achèvement. L'acte de VFA indiquera le compte sur lequel les fonds seront versés. Souvent la GFA imposera un compte centralisateur. Compte qui va réceptionner l'intégralité des fonds une fois passé l'acte de VFA. La banque pourra vérifier les mouvements de fonds, et s'assurer que les entrées servent à. Comment vérifier que le stade permettant l'appel de fonds soit atteint? Le stade de construction atteint par l'immeuble permettant de fixer la fraction du prix de vente exigible lors de la signature de la VFA est déterminé par l'attestation des travaux fournis au notaire par le vendeur, ou l'architecte ou maître d'œuvre du programme. Souvent le notaire ne se contentera pas des dires du vendeur. Pour des questions de responsabilité et d'assurance, il va demander une attestation qui émane d'un tiers professionnel, l'architecte. En pratique, c'est posé un cas suivant, le notaire s'en remettait aux attestations délivrées par l'architecte. Ces attestations étaient erronées. Il a été jugé que si le notaire avait pu être plus vigile, même que le notaire ne saurait ignorer l'état d'avancement des travaux, car ça se situait entre sa résidence et l'étude. Le notaire fait l'appel de fonds pour 70% alors que c'était visiblement pas hors d'eau. Il a été condamné car jugé comme complice. En ce sens, une série d'arrêts du 25 janvier 2017. L'inobservation de la règle de l'échelonnement des paiements est condamnée au civil et au pénal. Idem, le fait d'utiliser des fonds, encaissés dans le cadre d'un programme déterminé pour financer d'autres programmes est constitutif du délit de dévoiement de fonds condamné par les articles du Code pénal. Quid de la révision du prix? Il est possible pour le vendeur même après la signature d'une VFA, de réviser le prix des locaux, mais ça suppose l'acceptation des deux parties. Une question, quelle est la garantie du promoteur en cas d'impayé de l'acquéreur? Plusieurs hypothèses, celle où un prêt couvre l'opération, et celle où le prêt ne finance pas tout. Il y a le privilège du vendeur. Pour le prêt, on fait un ordre de paiement, les fonds seront versés directement sur le compte.
Le vendeur délaisse son rang hypothécaire au profit de la banque. Dernière stipulation possible, une clause de résolution de plein droit en cas de manquement à l'obligation de paiement. Il peut aussi avoir un retard de paiement. C'est encadré, à 1% par mois de retard. Cela que pour le secteur protégé. B. La GFA ou les garantes de bonne fin. Initialement, la garante de bonne fin pouvait prendre deux formes. L'état d'avancement du programme lui-même eu égard aux appels de fonds d'autosuffise. Ainsi, par exemple, si j'avais déjà réalisé 80% de l'immeuble avant la signature de la première VFA, ça me permet de payer les entreprises. Cette garantie intrinsèque a été supprimée par l'ordonnance du 3 octobre 2013. Depuis, il n'existe que les garanties extrinsèques. Assure en cas de défaillance du vendeur le paiement nécessaire à l'achèvement de l'immeuble. L'article L261-10-1 du CCH dispose qu'avant la conclusion du contrat de VFA, le vendeur doit souscrire une garantie financière d'achèvement. L'engagement du garant est donc un engagement financier. En pratique, lorsque le garant est appelé en garantie, il va faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. Le garant va alors rémunérer cet administrateur qui aura pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, qu'il pourra réaliser toute opération qui concourt à l'achèvement de l'immeuble, réaliser la réception de l'ouvrage avec les entreprises. Et pour cela va disposer des pouvoirs du maître de l'ouvrage. Cet administrateur ad hoc doit être assuré en responsabilité décennale. La GFA peut prendre deux formes. Soit il s'agira d'une couverture de crédit par laquelle le garant s'oblige à avancer au vendeur ou payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, soit cautionnement par lequel Alcaution s'oblige solidairement avec le vendeur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Dans cette situation, pourra percevoir les sommes dues par les acquéreurs pour avoir réalisé les travaux. Le garant ne sera libéré qu'une fois l'achèvement constaté. Le garant ne peut être libéré qu'une fois constaté l'achèvement au sens de l'article R261-1. En plus de cette garantie, un second type de garantie peut être proposé par le vendeur. Garantie qui consistera dans l'engagement pris par les mêmes personnes que la GFA de rembourser les versements effectués par l'acquéreur en cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente. Une question se pose, peut-on envisager une substitution de garantie ? En application de R261-23, le vendeur et le garant ont la faculté au cours de l'exécution du contrat de vente de substituer la garantie extrinsèque d'achèvement à la garantie de remboursement, ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente. Comment s'organise l'hypothèse d'une réserve de travaux ? Il se peut que l'acquéreur souhaite lui-même finir quelques travaux. L'article 75 de la loi du 23 novembre 2018, loi Elan, rend cela possible en secteur protégé. Article 2. JCPN 2018 numéro 5152, détail du contenu du contrat préliminaire lorsque l'acquéreur se réserve des travaux. En quelques mots, il s'agit ici d'assurer une protection efficace de l'acquéreur. Protection qui apparaît tant pour la réalisation des travaux que lors de la conclusion du contrat. La nature des travaux pouvant être laissés à la charge du réservataire a été précisée par décret. On retrouve la liste article R261-13-1 du CCH. Il s'agira des travaux de finition des murs intérieurs, des travaux de revêtement, installation d'équipements type sanitaire, ou encore le mobilier de cuisine. Arrêté du 28 octobre 2019 détaille encore plus les travaux en question. Lorsqu'on est dans une telle hypothèse, le contrat préliminaire est obligatoire. Le législateur s'est dit que l'acquéreur doit avoir du temps. C'est l'article L271-11. Notre contrat préliminaire doit donc indiquer de manière claire que l'acquéreur accepte cette charge, mais aussi le coût et les responsabilités qui en découlent. Doivent être précisés le prix du local avec une décomposition au prix de vente convenu, le coût des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution, estimé par le vendeur, et donc le coût total. Deuxième observation, le texte dit qu'il faut prévoir le délai dans lequel l'acquéreur pourra revenir sur sa décision. Si notre acquéreur renonce à la réalisation des travaux par lui-même, le vendeur doit les réaliser. Dans une telle hypothèse, le garant sera donc libéré à l'achèvement de l'immeuble sans attendre la réalisation des travaux réservés par les acquéreurs. Pas de possibilité de se réserver des travaux, mais possibilité de renoncer à tel élément. La vente d'immeubles à rénover. La vire. Le législateur s'est emparé d'une situation particulière dans laquelle on a un immeuble existant sans que le promoteur n'aille démolir l'existant pour reconstruire, il va proposer après de lourds travaux, des ventes d'immeubles à la découpe. L'idée est de dire quel cadre légal on propose à l'acquéreur lorsqu'il ne s'agira pas d'une reconstruction, mais bien de lourds travaux de rénovation. La VIR a été réglementée par la loi du 13 juillet 2006. On retrouve son régime juridique aux articles L262-1 et R262-1 et suivants du CCH. La VIR s'applique à toute vente d'immeubles bâtis ou partie d'immeubles bâtis, du secteur protégé, lorsque le vendeur s'engage dans un délai déterminé à réaliser des travaux sur cet immeuble ou partie d'immeuble, et qu'il perçoit des fonds de l'acquéreur avant la livraison des travaux. En fonction de la nature des travaux, on sera tantôt dans la vente d'immeubles à construire, tantôt dans la vente d'immeubles à rénover. Pour préciser la différence entre les deux catégories, il faut examiner l'article R232-1. Il fournit des critères d'appréciation visant à faire en sorte que les travaux en question impliquent une VIR. Dans les deux cas, il s'agit du même objectif, protéger l'acquéreur. Protéger l'acquéreur avec une grande différence sur les modalités du paiement du prix. Clairement, il n'appartient pas au notaire de qualifier seule l'opération, pour lui éviter un contrat erroné, il est nécessaire d'obtenir du vendeur une attestation de son architecte précisant la nature des travaux. Précisant même que les travaux n'entraînent ni agrandissement ni restructuration complète de l'immeuble au sens de R262-1 du CCH. Ce qu'il faut retenir, soit les travaux entrepris peuvent être requalifiés en reconstruction de l'immeuble, on doit requalifier en immeuble à construire. Quelles conséquences juridiques ? D'abord sur l'avant-contrat puis sur la vente. S'agissant de l'avant-contrat, en matière de VIR,
il doit prendre la forme d'une promesse de vente qui devra à peine de nullité indiquer les éléments essentiels relatifs aux caractéristiques de l'immeuble, aux descriptifs et délais de réalisation des travaux. Également indiquer le prix, et l'engagement du vendeur de produire à la signature de l'acte de vente, les justifications de GFA et des assurances de construction. On doit aussi annexer à la promesse le dossier de diagnostic technique, ainsi qu'une note technique indiquant la nature et la qualité des matériaux et éléments d'équipement. Il nous faut une PUV ou une PSV. Sur l'aise de vente en lui-même. Il y a là une confrontation entre les règles. D'un côté le droit commun de la vente, et les règles de protection. La VIR doit être conclue en la forme authentique. L'AE doit contenir plusieurs éléments, la description, les caractéristiques de l'immeuble, la superficie des parties privatives, la description des travaux, avec le cas échéant précision des parties concernant les parties communes et privatives, le prix de l'immeuble, le délai de réalisation des travaux. La GFA, les assurances de construction. Le vendeur conserve les pouvoirs du MO, ce jusqu'à la réception des travaux. S'agissant du prix de vente, les règles ici sont particulières. L'article R262-9 dispose que le prix de l'immeuble est le prix payé par l'acquéreur incluant celui de l'existant au jour de la vente, et celui des travaux devant être réalisés par le vendeur. L'acte de vente doit donc indiquer le prix global de la vente, et ventiler ensuite ce prix entre les deux postes, correspondant d'une part à l'immeuble existant, et d'autre part aux travaux devant être réalisés par le vendeur. La réalité de cette répartition doit être attestée par un homme de l'art, qui doit confirmer, valider que les deux postes ont été correctement évalués. Les modalités de paiement ne sont pas les mêmes. Le prix de l'existant doit être payé à la signature de l'acte de vente. S'agissant des travaux à venir, le paiement est fonction de leur avancement, comme dans une VEFA. En l'espèce, il est prévu un échelonnement selon 3 stades de construction. 50% au maximum à l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux, 95% à l'achèvement, 100% à la livraison, sauf consignation ou réserve. Là aussi il est prévu qu'un homme de l'art doive justifier de l'état d'avancement des travaux. Comme en matière de VEFA, la VIR peut comporter des pénalités de retard de paiement, avec un maximum du taux d'intérêt légal majoré de 2 points. Dernière précision concernant le prix, il est possible de prévoir dans le contrat la révision du prix, mais cette révision ne peut porter que sur le montant des travaux. Dernière observation, l'acquéreur d'immeuble à rénover, dès lors qu'il va procéder à des versements avant l'achèvement des travaux, va subir le risque d'une défaillance du vendeur. Pour cela, le législateur fait obligation dans le secteur protégé, que le vendeur fournisse une garantie d'achèvement. Ici il ne peut s'agir qu'un contrat de cautionnement établi par un établissement de crédit ou entreprise d'assurance agréée. Cette garantie financière d'achèvement prendra fin à la concertation de l'homme de l'art. En conclusion, un cas à évoquer, c'est la vente par un vendeur de terrain contre la dation en paiement, moyennant remise de locaux à construire. 2 observations. La mécanique est la suivante, on a un vendeur de terrain qui vend son foncier à un promoteur, lequel en lieu et place d'un paiement de prix va remettre au vendeur tout ou partie des locaux qu'il va édifier. Première observation, il s'agit d'une vente classique. On est dans une vente de biens et droits immobiliers, l'objet de la vente c'est bien le foncier, le prix et la valeur de remise des locaux. L'opération semble contenir 2 opérations, la vente du foncier et l'acquisition des locaux à construire. Le propriétaire de terrain est tantôt vendeur du foncier tantôt acquéreur des locaux à construire. Pour ce faire il mérite la même protection que les acquéreurs du programme. Contractuellement cela se traduit dans l'avant-contrat, avec une promesse de vente par le vendeur du terrain à un acquéreur promoteur. Au paragraphe prix on doit évaluer la valeur des constructions. Il faudra projeter le bien dans l'ensemble immobilier à venir, il faudra un plan de masse, plan de situation et plan du lot. Il faudra que le vendeur sache ce qu'il va recevoir, avec peu d'incertitude. En plus de la désignation de l'immeuble il faut les caractéristiques des travaux, la qualité des matériaux, la notice descriptive. Ne pas être trop light mais ne pas être trop précis pour conserver une liberté nécessaire au bon déroulement de l'opération. On aura bien sur les conditions suspensives classiques. À l'acte de vente, ça doit comporter les mêmes éléments que le contrat de VEFA. Au-delà de ces précisions, on a la date d'achèvement et de livraison qui sera importante. Encore plus importante qu'une simple VEFA. Il faut prévoir aussi les sanctions en cas de non-respect du délai. Il faut prévoir les garanties, privilèges du vendeur, mais mis à mal, car si c'est au premier rang, impossible de financer pour le promoteur, et difficulté aussi pour les acquéreurs qui font une hypothèque sur leur lot. Donc on aura juste un privilège sur le bien donné en dation en paiement. Garantie sur le prix ? En pratique, il y a 2 éléments subjectifs, on veut peut-être habiter le logement, pas des sous. Mais aussi, pour le promoteur qui accepte d'entrer dans un deal de dation, il économise en décaissement, il n'a pas à débloquer pour l'acquisition du fonds. Il y aura une autre différence, le coût de la construction n'est pas le coût de revente, il fait du bénéfice par la dation. Il y a là une négociation entre les 2 parties. Car le vendeur sait qu'il y a des économies de fait par le promoteur. Il peut gratter un peu. Dernière précision, d'agissant de la GFA, il est impératif de vérifier que la GFA couvre le propriétaire de terrain qui n'est pas un acheteur. Il faut que la GFA le couvre également. Dans une vente, si je garde les clés et que ce n'est pas habitable, on est dans la VIR. Autre problème, vérifier quand on a une vente que c'est bien l'acquéreur qui réalise les travaux pour vérifier que c'est pas une VIR dissimulée.